Que de rebondissements nous avons vécu dans le dernier épisode. Nous venons du lac de Seram, où j'ai découvert que la vie pouvait y être des plus trépidantes. À présent, nous nous dirigeons vers Ili, une des régions les plus fertiles du Xinjiang. Si Ili est célèbre pour ses prairies, elle est aussi pour les nombreuses minorités ethniques qui en font leur foyer. En fait, j'ai déjà vu énormément de paysages différents dans le Xinjiang. Mais bon, c'est comme ça quand on part sur les routes. Je suis Tianjan, bienvenue sur Carnet de route et dans notre émission d'aujourd'hui. Il est bien difficile de partir, mais la préfecture autonome kazakh de Ili nous attend. C'est l'une des régions les plus prospères du Xinjiang. Elle a été l'une des principales artères de la route de la soie côté nord. Contrairement aux paysages arides que nous avons vus jusqu'à présent, Ili a beaucoup d'eau, ce qui en fait un lieu où l'on peut rencontrer une grande diversité de gens et de paysages. Notre première étape dans la région sera le district de Qinshuihe. Et si nous venons ici, c'est pour admirer la lavande. Eh oui, de la lavande! Tianjan en tremble d'émotion. En fait, Qinshuihe se trouve à la même latitude que la Provence, en France. Tous les ans, pendant 2 semaines, cette ville se transforme en destination touristique de premier plan et des excursions d'une demi-journée y sont organisées afin que les touristes puissent admirer les champs de lavande en fleurs. Quel bel endroit! C'est apparemment la plus grande exploitation de lavande de toute la Chine. Mais nous sommes venus ici un peu plus tard, parce que la meilleure saison pour admirer, c'est en fait entre mi-juin et début juillet. Ils ont juste laissé un petit coin de jardin ici pour nous. Mais avec un peu d'imagination, on peut vraiment avoir l'impression de se trouver dans le sud de la France. Ah, que l'on vous dise, ce petit interlude musical est signé Tianjan. C'est peut-être moins évident que ça en a l'air, mais les champs de lavande de Qinshuihe sont apparemment les 3e plus importants du monde, juste derrière la Provence et Hokkaido au Japon. À présent, nous nous dirigeons vers le district de Huiyuan, une visite incontournable pour tous ceux qui viennent dans la région de Ili. Aujourd'hui, ce n'est pas l'endroit le plus animé du monde, mais c'était autrefois un bastion de la route de la soie qui jouait un rôle important dans l'histoire de la région de Ili. Je suis venu à Huiyuan pour rencontrer un certain Monsieur Guan, un guide très expérimenté et très compétent qui va nous faire découvrir les alentours de Huiyuan. Le voilà. Bonjour, enchanté. Merci pour cette rencontre. Vous voyez, Tianjan, c'est la tour du tambour et de la cloche. Et ici, nous nous trouvons juste dans le cœur de la vieille ville. Ah oui, nous sommes à peu près à égale distance de ces portes-là. Et ce n'est pas seulement un centre géographique, c'est plus que cela. Laissez-moi vous faire visiter. Vous vous en ferez une meilleure idée. Ok. Quelque chose d'intéressant pour les férus d'histoire. Pendant plus de 100 ans jusqu'au milieu du 19e siècle, cette ville fut la capitale du Xinjiang. Comme elle a perdu un peu de son lustre d'antan, M. Guan se propose de nous faire voyager dans le passé. Bienvenue à l'ancien hôtel particulier du gouverneur général de la région de Ili. Malheureusement, ce mur en ruine est la seule chose qui reste des débuts de la dynastie Qing. À son apogée, cette ville était le centre politique et militaire du Xinjiang. Elle était d'une telle importance stratégique qu'un jour l'empereur décida de nommer à Huiyuan l'un de ses 3 gouverneurs généraux. C'était un homme très talentueux qui excellait aussi bien dans le domaine politique que militaire, alors que normalement 2 personnes différentes en auraient dû assumer la charge. Mais voilà qu'il est déjà midi. Tianjan et son guide ne peuvent pas rester à l'extérieur bien longtemps. Voilà qui rend les choses bien plus claires. M. Guan me dit que c'est une carte du Xinjiang à l'époque de la dynastie de Qing. Nous sommes ici à Huiyuan, qui se situait grosso modo au centre du Xinjiang. Mais la dynastie Qing a perdu ensuite une grande partie de son territoire à l'Empire russe. Et c'est pour ça que ce gros morceau jaune à gauche là, a été perdu.
Donc ce qui était le centre est devenu une ville frontière, ce qui évidemment lui a enlevé le statut de capitale. Ainsi la capitale a été transférée à Dihua, ce qui est aujourd'hui Urumqi, 1-0 pour l'Empire russe. À une petite demi-heure de route de Ruyuan, voilà que Tianzhan et son équipe arrivent à Yining, le chef-lieu de la préfecture de Yili. C'est l'un des meilleurs endroits pour ceux qui désirent trouver des moyens de transport pratiques et des moyens de se loger sans se ruiner. Grâce aux plus abondantes et aux autochtones qui ont la main verte, on trouve des fleurs et des vergers aux quatre coins de la ville, ce qui a donné à Yining son surnom de ville des fleurs. Mais Yining n'est pas seulement riche en plantes vertes. Il suffit de flâner dans les rues pour apercevoir la diversité des visages. Et oui, de nombreuses minorités ethniques ont fait de Yining un foyer. Alors Tianzhan, nous voici à Yining. Il y a 47 groupes ethniques qui vivent dans cette ville. Il n'y en a que 56 dans toute la Chine, non? Exact. Ça veut dire qu'il y a une énorme quantité de groupes ethniques concentrés ici. Oui, exactement. Alors maintenant, nous allons visiter le quartier folklorique de Kazanchi. Il y a 13 groupes ethniques qui vivent dans cette zone. Ok, très bien. Le mot Kazanchi signifie réellement quelque chose en langue ouïghour, mais pour l'instant, laissons planer le suspense. Depuis des générations, des gens de toutes origines sont venus à Yining pour s'y installer et ouvrir de petits commerces. Étant donné que beaucoup d'entre eux étaient artisans, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui on puisse trouver ici un vaste choix d'objets artisanaux et de spécialités culinaires. Demandez à n'importe quel boutiquier, il vous répondra probablement que son commerce existe depuis déjà plusieurs générations. Comme je ne connais pas très bien ce quartier, je vais vous confier à une charmante jeune fille qui vous guidera. Mounira. Bonjour. Elle est guide ici. Elle est ravie de vous rencontrer, je suis Tianzhan. Bonjour, bonjour. Je vous confie ce gars sympathique. Faites-lui faire le tour du quartier. D'accord. À plus tard. Quel est le meilleur moyen de visiter Kazanchi? Les services de taxi local, bien sûr. Prenons cette calèche pour faire un tour de ville. Avant, un grand nombre de chaudronniers vivaient ici. C'est pourquoi on appelle cet endroit Kazanchi. Ah, donc, votre origine ethnique n'avait pas d'importance du moment que vous fabriquez des chaudrons en Kazan, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ici, on ne peut s'empêcher de penser que l'on se trouve dans une autre ville. Cela semble d'ailleurs presque irréel de passer sans transition des rues bruyantes de Yining aux ruelles tranquilles de ce quartier. C'est normal que tout soit bleu dans Yili? Oui, c'est typique des résidences ouïghours. Ah, est-ce qu'il y a d'autres parties du Xinjiang avec des maisons bleues ouïghours? Non, on n'en trouve que dans la région de Yili. Donc ici, nous avons une petite pergola. Et c'est ici que la famille mange en été. On y fait aussi la sieste et on joue à des jeux. Donc c'est un bon endroit pour échapper à la chaleur. Et ça veut vraiment profiter de la vie. Oui. Nous aimons passer l'été et l'hiver dans des endroits différents. On passe l'été dans la cour où il fait plus frais, et quand il fait froid en hiver, nous restons à l'intérieur. Les Ouïghours aiment profiter de la vie, et pour nombre d'entre eux, la plus grosse partie de ce qu'ils gagnent, ils la dépensent pour entretenir la chose la plus importante à leurs yeux, à savoir leur maison. Apparemment, cela correspond tout à fait au côté insouciant et facile à vivre des Ouïghours. Et voilà que Tianzhan s'est trouvé de nouveaux amis.
喂，可以听到吗？对啊。喂，可以，可以听到。话筒。Et maintenant, place au spectacle. 肯德基，肯德基，我的肯德基，我的上，我的下，我的 A B C D， 我的 1 2 3 4， 咕噜咕噜吹，看谁真的美，倒霉在哪里？谁的屁股飞？恭喜你屁股飞。哦，太棒了！Ah, les enfants de nos jours. À voir tous ces gens qui semblent heureux, il faut admettre que ça peut faire regretter de ne pas être né ici. C'est en tout cas bien agréable de voir qu'au lieu de regarder la télévision ou de jouer à des jeux vidéo toute la journée, les enfants ici sont encore des enfants. Aujourd'hui, dans les grandes villes, nous vivons des vies plus rapides. Alors peut-être que Kazanchi sera pour vous une fenêtre ouverte sur le bon vieux temps. On comprend en tout cas pourquoi ces familles sont restées ici depuis tant de générations. Il y a un réel sentiment de bonheur accompagné d'un fort sens de la communauté. Et peu importe si les temps changent, on sent bien que les gens d'ici sauront toujours profiter des choses simples de la vie. Nous venons de tomber sur un mariage en train de se dérouler et Mounira est là-bas pour demander s'ils nous permettent de filmer. Mais je pense que... Oui, nous avons eu le feu vert. Bon, il s'agit à présent d'attendre la mariée et le marié. Nous sommes très chanceux d'être tombés sur un authentique mariage ouïghour. Nous sommes chez la famille de la mariée qui, nous a-t-on dit, reçoit les invités toute la journée. Les hommes viennent dans la matinée et dans l'après-midi, c'est au tour des femmes de venir. Les gars de la famille, cependant, sont enfermés dans la cuisine pour préparer la grande spécialité des Ouïghours, le mouton au riz. Un plat qui sera bien sûr soumis à un test gustatif rigoureux. C'est la maison du voisin de la mariée. Tout à l'heure, nous étions dans la maison de la mariée, mais la mariée n'est pas autorisée à y rester. Elle doit rester chez son voisin. Le marié va venir la chercher bientôt. Elle va attendre le marié à l'intérieur. Là, elle lui téléphone pour lui dire qu'il peut venir maintenant. Ah, je vois. Bonjour. Après une assez longue attente, le marié et sa suite entrent enfin en scène.
C'est là que la mariée et sa suite se barricadent. Une façon amusante, somme toute, de tester la patience du futur époux. De son côté, le marié est censé les soudoyer pour pouvoir passer. Autre solution, défoncer carrément la porte. Voilà que le marié est enfin là. Le grand gaillard qui tient les fleurs là-bas. Et maintenant, il est temps pour lui d'aller chercher sa fiancée. Monsieur Guan emmène Tianjin dans un musée pour en apprendre davantage sur sa minorité ethnique, les Shibo. Fait intéressant, ces citoyens de Yining ne sont pas réellement du Xinjiang. Vous voyez, c'est la feuille de route de l'expédition ouest du peuple Shibo. Ah oui, mais d'après ce que je sais, les Shibo sont originaires du nord-est de la Chine. Alors pourquoi se sont-ils déplacés dans l'ouest du Xinjiang? Les Shibo ont toujours eu un mode de vie nomade. Comme ils faisaient partie de l'armée impériale de la dynastie Qing, ils ont été choisis pour aller garder la frontière tout à l'ouest du pays. Cela a dû être un voyage difficile. Combien de personnes ont-elles été envoyées là-bas? Eh bien, c'est un voyage qui représente entre 5000 et 6000 km d'est en ouest. Au départ, il y avait plus de 4000 personnes, les soldats accompagnés de leurs familles. Et après leur arrivée dans la vallée de la rivière Ili, vous savez ce qui s'est passé? Quoi? On s'est rendu compte qu'ils étaient à présent 5000. C'est intéressant. C'est la première fois que j'entends parler d'une augmentation du nombre de personnes après un aussi long périple. C'est ce qui s'appelle être efficace. Et ce que je veux savoir, c'est pourquoi l'empereur a voulu intégrer les Shibo et pas une autre ethnie dans l'armée impériale. Les Shibo ont toujours été connus pour leur habileté à l'équitation et au tir à l'arc. Et puis surtout, ils étaient courageux et fidèles à l'empereur de la dynastie Qing. Ok. Ce devaient donc être les meilleures troupes possibles pour aller à l'ouest. Eh bien oui. Oh, bravo! Le tir à l'arc n'est pas aussi populaire qu'il était. Mais c'est dans notre sang. On trouve de nombreux Shibo dans les athlètes de tir à l'arc et dans les entraîneurs de l'équipe nationale. Vous pensez que je peux faire un essai alors? Oui, bien sûr. On encourage toujours les touristes à prendre un arc et à tirer, et on peut même avoir un entraîneur Shibo pour apprendre les rudiments de ce sport. Cependant, ne vous attendez pas à faire des miracles. En plus d'être très fort au tir à l'arc, la grande caractéristique des Shibo semble être leur capacité d'adaptation, une qualité qui les a aidés à faire du Xinjiang leur nouvelle terre. Je peux tirer là? Allez-y. Eh, pas mal, c'est bien. Où est-ce qu'elle est partie? Je pense que j'ai touché l'herbe. Non loin du musée se trouvent des habitations Shibo. Monsieur Guan nous y amène pour les voir de plus près. Souvent ouvertes au public, ces maisons sont un excellent moyen de découvrir la vie quotidienne des Shibo. Bonjour. Et pourquoi vous avez fait ça? C'est faire preuve de courtoisie aux anciens. Et oui, c'est notre tradition. Bonjour, bonjour. Prenez place. Merci. Il est étonnant de voir à quel point les Shibo se sont bien adaptés à leur nouvelle vie. Ils ont réussi à se construire à Yining de jolies maisons après être venus de l'autre bout de la Chine.
Je trouve très intéressant qu'après tant d'années, avec seulement 5000 personnes au départ, et dans des circonstances si difficiles, les Cibots aient su maintenir à peu près intacte leur culture. Je pense que l'une des raisons, c'est qu'ils tenaient profondément leurs racines. Mais qu'en même temps, ils avaient l'esprit ouvert, non? Ils sont d'ailleurs si ouverts qu'ils ont facilement accepté les coutumes et les langues de leurs voisins. Oui, exactement. Par exemple, cet homme âgé peut parler au moins 4 langues, à savoir l'ouïghour, le kazakh, le chinois mandarin et le chibo, sa langue maternelle. Bien des siècles ont passé depuis leur arrivée, mais il y a encore beaucoup à apprendre de la sagesse des Chibots. Grâce à tous les vergers qui oxygènent la ville, Yining est surnommée la ville des pommes. C'est d'ailleurs souvent dans les vergers que sont organisés les festivals des minorités ethniques. Et le hasard fait bien les choses, puisque nous sommes arrivés le jour le plus important de l'année pour les Tatars, à savoir le festival Saban, une fête que l'on pourrait considérer comme un Noël doublé d'une fête du printemps. À l'origine, il s'agissait de la célébration des semailles, mais sa popularité croissante l'a vite transformée en fête préférée des Tatars. Aujourd'hui, avec seulement quelques milliers de Tatars en Chine, c'est surtout en fait une bonne occasion de faire la fête ensemble. Est-ce que tout le monde va porter des vêtements traditionnels? Oui, ils vont tous en porter. Je n'ai pas tout à fait saisi, mais les hommes sont censés mettre un chapeau. Pour quelle raison? Je n'en suis pas encore tout à fait sûr, mais je pense que nous le saurons plus tard. C'est seulement pour les hommes ces chapeaux? Est-ce que les femmes en portent aussi? Oui, les femmes en portent aussi. À quoi ressemble leur chapeau? Il est mignon celui-ci. Ça c'est le mien. Très joli. Essayez-le pour nous, je parie que ça sera joli. Ouais, c'est très beau. Je suis impatient de voir la fête commencer pour de vrai, quand tout le monde aura son chapeau. Durant le Saban, il y a toutes sortes d'activités qui vont de la lutte jusqu'à la course d'œufs à la cuillère, que malheureusement nous venons de manquer. Quoi qu'il en soit, aller voir se saluer de la sorte, on a tout de suite le sentiment que le Saban est plus une réunion de famille qu'un jour férié. Aujourd'hui, seulement 400 Tatars se sont réunis ici, et si la plupart sont venus des districts voisins, certains sont venus d'autres coins de la Chine. La solidarité dont font preuve les Tatars entre eux est admirable, même s'ils ne se voient qu'une fois par an. Chez eux, il faudrait peut-être dire loin des yeux, plus près du cœur. Et voilà que nous avons bouclé la boucle. Sans la rivière Yili, la ville de Yining ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Chaque soir, les habitants rendent hommage à la rivière en se promenant le long de ses berges, en se passant la bague au doigt sur le pont ou tout simplement en regardant le coucher du soleil sur la rivière. Ce spectacle, qui peut être apprécié de tous, met un magnifique point final à notre séjour à Yining. Nous avons eu un séjour incroyable à Yining. Même avant notre arrivée ici, nous avions entendu parler de la richesse de couleurs de cet endroit. Mais je viens de me rendre compte que ce n'est pas seulement les paysages qui donnent à Yining sa couleur, c'est aussi les nombreux groupes ethniques qui s'y sont installés et qui en ont fait leur foyer. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Carnet de route. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous qui entamera la dernière partie de notre voyage dans le nord du Xinjiang.